Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien ». La fulgurante ascension de notre invité est loin d'être un fruit du hasard. Drôle, sobre, chaleureux et accessible. Cette semaine, à Diversité d'exception, nous vous présentons le portrait de Brice Kamgang. Notre invité n'a jamais oublié d'où il vient. Il se rappelle encore ce petit être né à Douala, au Cameroun, des gènes d'une mère commerçante ambitieuse et d'un père banquier. J'ai grandi, j'ai passé une partie de mon enfance dans cette ville-là, entre cette ville-là et le village, parce que mon père et ma mère sont séparés quand j'avais l'âge de 5 ans. Et puis mon père est allé me laisser au village, donc j'ai passé quelques années là-bas. Je suis revenu à Douala quand mon père s'est remarié. Et de façon systématique, j'allais au village toutes les vacances. Donc en juin, dès que l'école était terminée, fin mai, juin, je partais au village, je faisais 2 mois et demi, à l'ouest du Cameroun, à Fotouni précisément. Et j'ai grandi comme ça, un gamin africain qui aimait le football et qui aimait aussi raconter des histoires parce qu'il avait appris ça au village et qui aimait prendre la parole à l'école, dans les associations. C'était super. Et comment est-ce que j'arrive ici au Canada, si on est dans le cadre de mon parcours migratoire? Je viens au Canada parce qu'à la base, je suis ma femme. Oui, quand on s'est fiancés en 2013, elle m'a dit qu'elle avait le projet de venir au Canada. Et est-ce que ça me dérangerait de venir vivre ici? Bon, moi, je ne m'étais pas intéressé à ça encore. Et elle m'a dit, ça l'intéresse. Est-ce que moi, je pense que... J'ai checké, j'ai vu, ouais, le Canada est un grand pays, pourquoi pas? Oui, ça m'intéresserait. Mais je crois que je l'ai davantage dit par amour que par autre chose. J'étais amoureux et puis... Tu as laissé parler ton cœur. J'ai laissé parler mon cœur et aujourd'hui, je suis heureux d'avoir accepté cette proposition que m'a faite mon épouse. Et c'est comme ça que j'arrive ici au Canada et voilà. Brice Kamgang va grandir avec ses grands-parents, qui lui content des allégories avec du sérieux et parfois sous un ton humoristique, le soir au village autour du feu. Les contes de sa grand-mère particulièrement créent en lui un fort intérêt pour la communication et tout naturellement, il devient passionné de la prise de parole. Alors, les histoires que je racontais étaient davantage des allégories qui me venaient du village. Donc, parce qu'au village, quand ma grand-mère voulait m'encourager à faire quelque chose, elle allait me raconter l'histoire d'un enfant qui était allé ici, qui a fait ça, et puis voilà ce que ça a donné de positif. Et quand mon grand-père, lui, voulait m'interdire de faire quelque chose, il allait me raconter l'histoire d'un enfant qui allait faire quelque chose et puis il a peut-être rencontré, je sais pas moi, un serpent qui l'a mordu, il y a peut-être un animal qui l'a attaqué dans la brousse et tout parce qu'il n'a pas écouté ses parents. Et il me disait, il faut écouter les grands-parents. Quand on te parle, il faut écouter. Donc, c'est des histoires comme ça que j'aimais raconter. Et puis le soir aussi, autour du feu, on avait une sorte de tradition qui s'appelle le Tony Tony. Tony Tony, c'est à peu près comme on dit souvent, histoire raconte, histoire raconte. Donc, on se mettait autour du feu et il y a quelqu'un qui devait raconter une histoire, tu vois. Et donc, c'était des allégories, des chiens qui parlaient, des animaux sauvages, des choses qui se passaient, des légendes. Et donc, moi, c'est le type d'histoire que je racontais beaucoup quand je retournais en ville. D'accord. Et les gens étaient impressionnés par ça. Waouh, on aime quand tu racontes, c'est captivant. Et c'est ça, mais après, quand je suis arrivé au niveau du secondaire, mais là-bas on parle au niveau du secondaire, ça peut être l'équivalent du cégep ici, l'équivalent du cégep. Je m'intéressais beaucoup aussi à la politique, au débat, j'aimais ça. Brice Kamgang développe une prestance et une éloquence qui ne créent aucune gêne chez lui en public. Tout ceci, associé à ses bonnes notes en littérature, attire l'attention de ses camarades et enseignants. Brice va plus loin et organise au secondaire le concours national d'art oratoire en 2019. Moi, je suis passionné par la chose oratoire, je le fais régulièrement. Quand j'observe un peu sur Internet, je vois les concours de rhétorique qui se font à l'université de Sorbonne, à Paris et tout ça. Je vois ça et je me dis, ah, mais tiens, ça existe. Donc, pourquoi ne pas faire ça ici? Je n'avais pas encore vu ça au Cameroun, là où j'étais, non.
Et je dis, OK, on va lancer le tout premier concours national d'art oratoire. Ça, c'était quelques temps avant que je ne vienne ici, c'était en 2019. Ok. Et donc, c'est comme ça que, j'ai ma soeur bien-aimée, mon amie et soeur Isabelle. J'ai mon frère bien-aimé, il est même ici au Canada, il est arrivé aussi, Guy Stéphane Niasset, qui est mon frère. On se met à trois, et c'est vraiment à trois qu'on part ce projet-là de concours national d'art oratoire, ça s'appelle le Otuba Challenge. Et on lance ça, et puis boum, ça a vraiment fait bouger la jeunesse. C'est comme ça qu'on a vulgarisé ce que c'est que l'art oratoire, parce que c'était pas quelque chose de vraiment connu, encore moins le storytelling. Tout à fait. Et on est content d'avoir été ceux qui ont montré le chemin par rapport à ça. Ce concept innovant prendra de l'ampleur et aura toute sa popularité au Cameroun en Afrique et en Amérique du Nord, propulsant Brice plus tard au rang de conférencier international en storytelling. Deux choses. Oui. La première, c'est que j'ai découvert que au Québec, on dit au monde, vous êtes né pour un petit pain. Donc, du coup, ça amène les gens à ne pas voir grand, à penser qu'il faut se contenter de peu, de ce qu'on a. Oui, il faut dire merci, être en gratitude pour ce qu'on a, mais il faut surtout s'assurer qu'on est devenu le maximum de qui on devait être et qu'on a donné le maximum de ce qu'on devait donner pour avoir ce peu-là. Si on ne peut plus rien donner, on s'arrête là. Mais si on a un potentiel, on peut donner plus, il faut aller donner plus pour avoir plus. Donner plus en termes de savoir-faire, en termes de compétences, en termes de communication et tout, et avoir en retour ce qu'il faut. Donc ça, c'est par rapport à la réalité québécoise, le premier mindset de voir qu'on est limité. On est très limité, on veut se contenter de peu. Ça, la deuxième chose, c'est que j'ai remarqué qu'on est collé. On est en Amérique du Nord, on est collé aux États-Unis. Et aux États-Unis, la question de storytelling est très, très poussée là-bas. Donc le Québec, le Canada qui est collé aux États-Unis, il y a beaucoup de monde qui découvre, qui ne savent pas ce que c'est. Plein de gens qui ne savent pas ce que c'est, qui ne savent pas ce que c'est que le storytelling. Et je me dis, waouh, il y a une belle opportunité d'aider les gens à saisir la puissance qui se trouve dans ce bel outil qu'est le storytelling, authentique, pour pouvoir connecter avec les gens, pour pouvoir captiver. Si je comprends bien, là tu es en train de me faire comprendre qu'on peut vendre à travers, on peut raconter une histoire pour vendre. Absolument. Le public va ainsi s'intéresser à écouter ce jeune leader de beaux contes qui va naturellement devenir coach en art oratoire. Quelqu'un m'a dit il y a 2-3 ans, d'ailleurs c'est Guy Stéphane, mon frère, Guy Stéphane qui me l'a dit une fois, il me l'a dit je crois en 2019, peut-être 2020. Il me dit bro, il m'appelle bro, il me dit bon bro, arrête, ne mets plus coach devant ton truc là, parce que tu es coach en art oratoire et puis tout le monde, on te confond et tout. Toi tu es à un autre niveau, machin. Je comprends qu'il peut être biaisé dans son analyse parce qu'il m'aime, il est fan, c'est mon frère, on est fan l'un de l'autre. Est-ce que quand je constate ça, j'évite de plus en plus. Moi je veux juste me présenter comme l'expert du storytelling. Et en tant qu'expert du storytelling, je fais deux choses. Je forme et je coach. Il faut former d'abord en termes de connaissances, donner les outils aux gens. Et puis, il faut coacher ceux qui ont déjà les outils et qui sont capables d'avancer. J'ai des clients, par exemple, des clients et des clientes, des femmes aussi, qui sont des dirigeants, des grands dirigeants, des hommes politiques, des femmes politiques. Et avec ces dirigeants-là, ces personnes-là, on n'est plus au niveau de la formation, on est au niveau du coaching. Donc, elles ont un discours à prononcer. Elles doivent prendre la parole devant leurs employés, par exemple. Doivent rencontrer un partenaire important, peut-être aller voir le ministre. On prépare le speech ensemble. Comment est-ce que tu vas lui présenter cette affaire? On fait du coaching, c'est plus de la formation. Donc je coach, c'est vrai, mais avec ce qu'on constate sur les réseaux sociaux, oui, ça fait trop d'amalgame et ça sème la confusion, quoi. Donc je préfère me présenter comme l'expert en storytelling et that's it. Notre invité décide de s'installer au Canada en 2019 par amour, pour y rejoindre son épouse qui y réside déjà. Je suis riche d'amour. J'ai plein d'amour dans mon cœur que je reçois des personnes qui m'aiment, ma femme, mes enfants, mes parents, des gens qui me suivent, des gens qui pensent que je leur apporte un petit plus et qui me donnent beaucoup d'amour. Donc je suis riche d'amour. Riche spirituellement? Je suis spirituellement riche parce que je m'abreuve à cette source spirituelle-là. Et je sais que je ne manque de rien, je suis dans l'abondance. Une abondance d'ailleurs qui se ressent parce que tu as fait le saut. Hein? On voit ce livre, Pourquoi vous? Oui. Est-ce que tu peux nous dire brièvement, on parle de quoi dans ce livre?
Ok. Pourquoi vous? Pourquoi vous? Dans ce livre, on parle des outils nécessaires pour pouvoir raconter la bonne histoire de la bonne façon. Dans ce livre, je parle de l'importance de l'authenticité, de l'importance de la vulnérabilité, de l'importance de la sincérité. Parce que je suis convaincu que lorsqu'on met ces trois éléments ensemble, authenticité, vulnérabilité, sincérité, lorsqu'on le met ensemble, on est capable de communiquer avec son cœur. Et ce qui vient du cœur va au cœur de l'autre. Et c'est de ça que je parle dans ce livre. J'ai essayé autant que faire se peut d'être le plus précis possible. Pas de philosophie. Je ne prends que des choses concrètes que j'ai pratiquées pendant toutes ces années. J'entre dans ma 7e année de ce métier pleinement. Et à l'intérieur, je parle de mes expériences concrètes et non de philosophie. Donc c'est un livre augmenté sur l'art du storytelling. Et voilà ce que les gens pourront découvrir à l'intérieur. Comment convaincre n'importe qui avec la bonne histoire. Brice a cette sérénité d'avoir trouvé sa raison d'être. Avec lui, tout se joue par sa capacité à communiquer. Tous ceux qui le côtoient vous le diront. La première chose qui frappe quand on approche Brice Kamgang, c'est sa gaieté et sa finesse dans son expression. Est-ce que tu sais que tu es une personne très inspirante? Non. Pourquoi? Non. Je ne sais pas que je suis une personne très inspirante. Je sais que je suis une personne qui fait les choses différemment. Je sais que je suis une personne qui ose. Je sais que je suis une personne qui est passionnée par ce qu'il fait et puis il va à 3000% quand il s'engage. Je sais que je suis une personne qu'on peut aimer et qu'on peut aussi détester. Je ne sais pas que je suis une personne trop inspirante. Non, je crois que je suis très très loin de là. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Et pour arriver à ce niveau-là, il faut que je sois la personne qui est capable de le faire. Donc tous les jours, je travaille pour ça. Je dirais que je ne pense pas que je suis une personne trop inspirante. Pour Brice Kamgang, chaque bonne histoire bien racontée vaut un diamant. Il s'érige en contributeur de l'éclosion des femmes entrepreneurs, s'inspirant de sa mère qu'il va retrouver 25 ans plus tard. Se lancer avec émotion, c'est une bonne chose. Pour moi, on est humain et l'humain est un être d'émotion. Donc les émotions, c'est ça qui doivent nous driver, c'est ça qui nous pousse. Ça. Émotion veut dire émovere, c'est-à-dire mettre en mouvement. Donc on se met en mouvement parce qu'on a ressenti une émotion, donc c'est une très bonne chose. Donc c'est pas péjoratif pour les femmes, c'est très bien. Pourquoi je m'intéresse aux femmes et puis comment est-ce qu'on peut faire pour davantage les aider, notamment les 5% et aller chercher les 95%. Ça me vient de ma mère et ça me vient de ma grand-mère. Je suis né d'une mère ambitieuse qui n'a pas fait de grandes études, qui n'a pas fait de grandes études du tout. Sauf qu'elle s'est très vite lancée dans le commerce. Elle a commencé par le petit commerce. Elle a grandi. Après, fait de l'import-export. Elle importait des choses qu'elle vendait et tout. Donc, j'ai grandi en ayant l'image de cette maman dynamique-là dont on me parlait. Parce qu'elle est partie quand j'avais l'âge de 5 ans. Je l'ai revue 25 ans plus tard. Donc, mais on me disait toujours, ta mère était brave, c'est ta mère qui a contribué à ça, qui a construit ça. Ta mère. Donc j'ai grandi avec ça. Et pour moi, je voyais à quel point, waouh, une femme, une maman pouvait faire des choses exceptionnelles à mon goût. Ça, c'est d'un. Et puis de deux, je vois aussi ma grand-mère, le rôle que ma grand-mère a joué. Elle était la première femme de mon grand-père qui avait plusieurs femmes, polygame, plusieurs femmes, mon grand-père. Et je voyais le rôle de stabilité, de leadership qu'elle jouait dans la concession. Donc j'ai vu ça. Et j'ai aussi observé que moi, en grandissant, je voyais à quel point la place de la femme n'était pas toujours celle qu'elle devait avoir. Et je me suis toujours dit, si je pouvais faire quelque chose pour aider les femmes à s'affirmer et prendre leur place. Ce n'est pas une guerre homme-femme. Je suis contente quand je t'entends dire ça. Aider les femmes à s'affirmer et prendre leur place. Oui. On comprend bien que par ses bonnes stratégies et ses bonnes histoires, il transforme les femmes entrepreneurs en des visionnaires. On est relativement avancé au niveau du Québec. On est relativement avancé avec la place de la femme, la reconnaissance de la femme. On est relativement avancé par rapport à d'autres places dans le monde, par rapport à l'Afrique et tout, qui est très patriarcal. Et donc, toutefois, il reste des choses à faire. Je vais revenir sur le domaine entrepreneurial où tu parlais des 5,95. Oui. Tu vois, il y a aussi beaucoup de facilités qu'on donne pour pouvoir aider les gens, aider les femmes ici.
Je pense que l'un des piliers fondamentaux sur lesquels les femmes doivent travailler, c'est la confiance en soi et qui est directement connectée à l'art oratoire. Oui. Parce que quand tu as un charisme, quand tu parles, on s'arrête et on t'écoute. Quand tu dégages une certaine aura, on s'arrête et on t'écoute. Et les femmes ont un avantage extraordinaire en matière de leadership, globalement. Extraordinaire. Le premier avantage, c'est que naturellement, la femme est nourricière. Et quand elle nourrit, elle fait croître, elle fait grandir. Elle a la capacité en elle à prendre une entreprise, à nourrir cette entreprise-là de ce qu'elle a au plus profond d'elle, de son ambition, nourrir cette entreprise de son savoir-faire, parce que la femme aime voir les choses grandir. Elle a cette capacité-là. Ce qu'on peut booster un peu derrière, c'est juste la confiance en soi. Il dit, tu peux y arriver. Et il y a beaucoup de femmes qu'on voit au Québec aussi qui font des choses extraordinaires, qui sont des sources d'inspiration. Et mon vœu le plus cher, c'est que ces femmes-là continuent d'avancer et continuent de se montrer. Parce que l'autre chose aussi, c'est ça, c'est que parfois on veut juste rester en retrait. On dit, est-ce que les gens vont penser que je me fais trop voir, trop du show-up? Non. Parce que quand tu partages avec les autres, tu les aides à croire que c'est possible. Tu les aides à voir que, oui, en tant que femme, il est possible de faire des choses. Il est possible de créer des choses pérennes qui vont durer. Pour avoir un autre regard sur notre invité Brice Kamgang, cédons la place au miroir. Brice Kamgang, bonjour. Bonjour Sandra. Nous avons eu du plaisir à t'écouter. Tu nous as Merci. parlé de ta mère, tu nous as parlé de ta grand-mère, Merci. qui sont ces deux femmes qui t'ont impacté dans la vie. Alors, on va rentrer en nous. Toi particulièrement, si ta mère et ta grand-mère étaient en face de toi, est-ce que tu penses qu'elles seront fières de toi? Ma mère est beaucoup exigeante. Elle est encore là, si elle était en face de moi. Peut-être je pense que oui, quand même, elle serait fière de moi. Ma grand-mère a tellement d'amour que j'ai pas besoin d'être ou d'accomplir pour qu'elle m'aime, pour qu'elle soit fière de moi. Elle m'a toujours... elle est partie entre mes bras en 2007, en avril 2007. C'est moi qui... C'est pour ça que ça me fait revivre des émotions. Mais elle était dans le coma, mais avant de partir, quand même, elle m'a dit au revoir. Et je pense que cet au revoir-là, c'était la fierté. Parce qu'après, derrière, c'est moi qui ai fait toute la procédure pour la mettre à la mort. Parce que mon père, il n'en pouvait pas, tout le monde était dévasté. Mais c'est moi qui ai fait le nécessaire. Et je pense que oui. Je pense que ma grand-mère serait fière, très fière de moi. Alors aujourd'hui, tu es en face de ta mère et de ta grand-mère et tu dois faire un bilan de ta vie à travers un message. Ça sera lequel? Je dirais, il y a... Je veux donner beaucoup, toutefois je n'ai pas assez. Et je leur demanderai de prier pour moi, pour que j'ai assez de force, assez d'énergie, assez de passion, assez de fougue, assez de bons mots pour donner ce que j'ai à donner. Et si je disais, derrière chaque expérience vécue se cache une histoire inspirante à raconter? Je dirais que ça fait partie de mes citations. Parce que le jour où ma grand-mère est partie, c'était une expérience difficile. Et pourtant, je m'en sers souvent pour un module de formation. Je raconte ça pour un module de formation. Je dirais que quand ma mère m'a abandonné à l'âge de 5 ans et que j'ai grandi sans l'amour d'une mère, je l'ai revue 25 ans après, j'avais déjà 30 ans. Je m'étais marié, j'avais des enfants.
C'était très difficile de vivre sans maman, mais aujourd'hui, c'est parce qu'elle m'a abandonné que je suis là aujourd'hui à te parler. Donc oui, derrière chaque expérience vécue se cache une histoire inspirante à raconter. Ouais. Pour ton cas, Brice, tu as un succès fulgurant, on va le dire, depuis que tu t'es lancé dans ton domaine. Tu as gagné de nombreux concours d'art oratoire, notamment en Afrique, en Amérique du Nord francophone. Mais on va aussi dire, tout récemment aux États-Unis, tu as reçu un prix. D'ailleurs, tu es sorti du lot en tant que... Oui, ça c'est un ancien prix, j'ai juste partagé, oui, c'est un ancien prix. C'est un prix que j'ai eu en 2000, je l'avais eu en 2016 ou 2015 d'ailleurs. C'est un ancien prix effectivement d'une organisation aux États-Unis à l'époque. Et oui, j'ai repartagé ça, c'est les fameux souvenirs que Facebook nous ramène. renvoie. Et c'était, oui, c'est ça. Et puis en dehors de ça, oui, je fais ce que j'ai à faire et quelquefois, il y a des prix qui viennent avec ça et c'est tant mieux. Brice, tu es aussi entre autres membre de la prestigieuse association des conférenciers et formateurs du Canada. On parlera aussi de ton cas en tant qu'administrateur de la Chambre de commerce de Gatineau. Oui. Alors, une question qui survient, c'est de savoir, est-ce que c'est parce qu'on parle beaucoup de diversité, inclusion, équité qu'on t'a choisi ou c'est vraiment le mérite? Ça, c'est une question que je ne me pose pas souvent parce que je donne tout. Tu vois, à la Chambre de commerce, bon, on était deux personnes originaires d'Afrique. Donc, une qui est afro-descendante d'Haïti et moi qui viens tout droit d'Afrique. On était parmi les 15 personnes qui compétissaient. Et je pense qu'ils ont estimé que je pouvais faire quelque chose, je ne sais pas, ce qu'ils ont vu. Peut-être aussi, je sais pas, c'est mon histoire qui a permis de connecter avec eux. Mais la dame l'autre dame qui me ressemble, pour moi, est une dame extraordinaire. Elle a une grosse expérience en entrepreneuriat. Elle prendrait facilement ma place. Bon, après, moi, je ne sais pas si c'est parce que j'ai trouvé les mots justes pour montrer ce que je pouvais faire ou pas. J'ai raconté la bonne histoire, de la bonne façon. Donc, tu parleras du mérite. Je pense que oui, c'est mérité. C'est pour ça que c'est électif. J'ai été élu. Tu as été élu. C'est ça, c'est pas une nomination, C'est le mérite. C'est le mérite, je pense à ça, oui. Alors, dans les souliers de quel modèle, qu'on souhaiterait bien que tu soulignes, aimerais-tu passer 24 heures? Mes deux principaux modèles ne sont plus de ce monde. D'un point de vue impact, d'un point de vue valeur, ne sont plus de ce monde. Donc, on peut les citer? Oui, Martin Luther King et Thomas Sankara. S'ils étaient là, oui, j'aimerais m'asseoir à leurs pieds pour m'abreuver. C'est sûr que je lis leurs livres, je lis leur parcours, j'écoute leurs messages et tout. Mais voilà, oui, ils sont plus de ce monde. Et puis, Alors, et si c'était à refaire? Quoi? Ton parcours? Conférencier? Je changerais beaucoup de choses. Quoi? Il y a des choix que je ne ferais pas. Le choix, l'équilibre, famille, travail. Je ne sais pas toujours faire cet équilibre-là. Je n'ai pas toujours su faire cet équilibre-là. Heureusement, maintenant, ça va bientôt faire 7 ans que je suis entrepreneur, je suis à mon compte. Donc, je m'améliore, je gère de mieux en mieux. Mais sinon, au début, c'était de la folie, juste. Et parfois, je me dis, ça, j'aurais dû faire ça différemment.
quelque chose qui m'a marqué, il y a quelques mois, l'année dernière, j'ai eu le privilège de concourir à la Chambre de commerce, au conseil d'administration de la Chambre de commerce de ma ville de Gatineau. Et bon, pour moi, je venais d'arriver à la Chambre de commerce et moi, j'ai une mentalité en général, je pense que quand on entre dans un bus, soit on le conduit, soit on nettoie les chaises pour que les chaises soient propres, mais on ne reste pas les bras croisés et on se fait conduire. Donc quand j'entre dans une organisation, quand j'entre dans un mouvement, quand j'adhère à n'importe quoi, soit je conduis le mouvement, soit je fais un travail pour aider à ce que le mouvement aille bien, mais je ne reste pas croisé et passif. Et donc c'est ça qui m'a animé à m'intéresser à l'administration de la Chambre de commerce et j'ai posé ma candidature et bon, c'était, selon ce que beaucoup de gens me disent, osé parce que les gens ne me connaissaient pas encore. Très peu de personnes me connaissaient. À l'Assemblée générale, on était environ 120 personnes par là, je crois. Et il y avait à peine 5-6 personnes dans la salle qui me connaissaient. Et ça prenait 59 secondes pour convaincre les gens de voter pour moi. Alors, je suis arrivé, comme c'est mon métier, de convaincre les gens, de m'ouvrir, d'être vulnérable et tout. Je suis arrivé et j'ai raconté mon histoire. J'ai fait la connexion avec mon père. Et à la fin, les gens étaient tellement touchés, en 59 secondes seulement. Ils ont été tellement touchés que c'était des applaudissements, beaucoup d'applaudissements. Les gens venaient me dire à la fin, tu es mon coup de cœur, je vais voter pour toi, etc. Et oui, j'ai été élu au conseil d'administration de la Chambre de commerce de Gatineau l'année dernière. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a fait du bien dans le cadre de mon métier, de voir à quel point, oui, ça fonctionne de s'ouvrir, d'être vulnérable, de raconter son histoire et de laisser les gens voir qui on est avec nos qualités et nos défis à relever.